je me promène dans les villes, je m'intéresse toujours aux plaques de rue. Et la première fois que j'étais venu à Strasbourg, j'avais été étonné de cette plaque, rue du 22 novembre, tout simplement parce qu'il n'y avait pas l'année. Et donc je me suis posé la question, quelle année du 22 novembre? Je suis allé voir un conservateur qui m'a dit, mais le 22 novembre 1918, il s'est passé des choses et dans les jours qui ont précédé, il y a eu un événement historique dont on ne parle pas beaucoup. Quand on m'a dit qu'il y avait un drapeau rouge qui avait été mis tout en haut de la flèche de la cathédrale, j'ai pas voulu le croire. Et il a fallu qu'on me montre un petit film qui a été fait en 1918 et où on voit le drapeau. Alors j'ai vraiment regardé cette image avec interrogation et j'ai compris ce que ça pouvait avoir d'iconoclaste, comment la manière dont ça avait pu être ressenti à l'époque. C'était pas on n'est pas dans l'injure, mais on est dans quelque chose qui est extrêmement violent. Pendant la guerre, l'écrivain allemand Alfred Döblin, alors médecin militaire âgé de 30 ans, fut un témoin privilégié des journées révolutionnaires en Alsace. Plus tard, il en fit le récit dans son roman Novembre 1918, Bourgeois et soldats. Il y avait eu environ 200 000 Alsaciens lorrains à Kiel et à Wilhelmshaven. Puisqu'ils se trouvaient dans la marine, ils s'étaient eux aussi révoltés à Kiel avec la première et la troisième escadre de l'amiral von Hipper et avaient hissé le drapeau rouge sur les bateaux de guerre. Il est facile d'expliquer comment la fièvre révolutionnaire s'était emparée d'eux début novembre. L'histoire de la mutinerie des marins à Kiel et aussi à Wilhelmshaven est une histoire presque aussi amusante que triste. Pourquoi amusante? Ils ne pouvaient presque pas sortir avec leurs bateaux parce que les Anglais étaient partout. Et vous ne pouvez pas quitter la mer du Nord sans toucher à une ligne de triangle gardée par les Anglais, qui se trouvait peut-être à, mettons, 100 km des côtes allemandes. Ils ont fait une tentative de sortir et de livrer bataille aux Anglais. C'est la fameuse, en allemand, die Skagerrak-Schlacht, la bataille du Skagerrak. Eh bien, les Allemands avaient cru gagner la bataille. Mais quand ils étaient rentrés à Kiel, ils ont bien vu qu'ils avaient perdu autant de bateaux que les Anglais. Donc peut-être une petite victoire du point de vue psychologique, parce qu'enfin on a pu livrer bataille aux Anglais, qui dominaient partout. Mais quand vous avez fait le bilan matériel, ce n'était pas une victoire. Conséquence, après cette bataille du Skagerrak, les bateaux allemands n'avaient pas le droit de sortir de leur port. Hier in Kiel war der Beginn gesetzt des Unterganges des Zweiten Deutschen Reiches. Kiel ist angekommen als Stadt im Industriezeitalter. Es ist immer eine kleine Stadt gewesen. Sie hatte 100.000 Einwohner 1900 und 200.000 Einwohner 1910. Wenn man sich überlegt, der Grund dafür sind die immer größer werdenden Werften. Hier konnte etwas passieren, was es bisher in der deutschen Geschichte noch nicht gegeben hat. Eine Solidarisierung zwischen Arbeiterschaft und Matrosen. Marine und die Arbeiter. Et maintenant arrive la fin de la guerre. On entend parler des premières défaites. Et Ludendorff et Hindenburg, les deux héros de l'armée allemande, disent
il vaut mieux capituler et arrêter la guerre parce qu'il n'y a plus moyen de la gagner. Alors, imaginez-vous la psychologie de ces marins à Kiel. Ils étaient frustrés. Au fond, ils n'avaient rien fait pendant toute la guerre, sauf cette petite bataille de Skagerrak, qui n'était pas une véritable victoire. Ils n'avaient rien fait. Et maintenant, tout d'un coup, on leur disait peut-être vous pourriez encore faire quelque chose. Ils n'avaient pas envie. Die Marine unter Leitung der Admiräle Tirpitz und Scheer wollten mit ihrer Flotte noch einmal auslaufen zum letzten Gefecht. Das heißt, auch wenn alle Schiffe versenkt werden, alle Matrosen, Offiziere, Admiräle in dieser letzten Schlacht für das Deutsche Reich im Meer versinken. Da hatten sie aber die Rechnung nicht gemacht mit den Matrosen. C'était la mutinerie. Ils n'ont plus suivi les ordres de leur officier. Évidemment, ils n'avaient plus envie de sortir encore une fois, maintenant que la guerre était terminée, ou presque terminée, de se faire battre par les Anglais. Aucun sens. Am 3. November 1918 gab es einen großen Zug, einen großen Marsch aus dem Süden Kiels. Es waren etwa 3.000 bis 5.000 Menschen, Arbeiter und Marinesoldaten. Also es war schon ein Zusammensein. Und sie kamen in die Altstadt und kam es zu einem Ereignis, denn dort schossen etwa 40 Marinesoldaten in diesen Zug der Meuternden hinein und es gab 7 Tote und über 25 Verletzte. Das ist eins der blutigen Ereignisse gewesen. La plupart des bâtiments amarrés dans le port arboraient le drapeau rouge. Le 5 novembre, seul sur le König, flottait encore le pavillon de guerre. Le commandant se tenait au pied du mât. Alors, sur le quai, de nombreux marins s'avancèrent et crièrent à l'équipage de hisser le drapeau rouge. Comme sur le König, aucun homme ne bougeait, des coups de feu retentirent et l'officier s'effondra au pied de son pavillon. Bientôt, le drapeau rouge flottait sur le König. Mal renseigné sur ce qui se passait à Kiel, il fut décidé à Berlin d'envoyer Gustav Noske, un des chefs du Parti social-démocrate, pour s'informer de la situation. À la gare, où se trouvait une foule de marins armés, il fut salué par des hurrahs. Le 6 novembre, il rencontra le conseil de soldats à la maison du syndicat où on lui confirma que l'amiral Souchon avait promis la libération des mutins détenus et pris l'engagement qu'aucune troupe de l'extérieur n'entrerait à Kiel sous peine d'un bain de sang. Après avoir été nommé dans la nuit gouverneur de la ville, Noske se rendit de caserne en caserne et de navire en navire, réclamant le calme. Cependant, les conseils de soldats sont officiellement reconnus et dès le 7 novembre, le mouvement de révolte s'étendit comme une traînée de poudre à toute l'Allemagne. Le 9 novembre est important. C'est la date, d'abord de l'abdication de Guillaume II et deuxièmement de la déclaration de la République, ou pour être plus précis, des 2 déclarations. La déclaration social-démocrate devant le Reichstag de Berlin avec Scheidemann et après la déclaration devant le château de Berlin faite par les communistes, Rosa Luxemburg et les autres. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a eu un groupe assez fort de marins qui se sont rendus à Berlin pour se jeter dans la mêlée, pour qu'il y ait au moins un régime démocratique où les ouvriers aient leur mot à dire. Le soir même du 9 novembre, la foule envahit le palais impérial de Berlin, qui resta quelque temps sous la garde des matelots de Kiel en récompense de leur service. Matelot restera d'ailleurs longtemps synonyme de révolutionnaire. Ce même jour, le commissaire du peuple Hébert
un Berlinois trapu, membre de la social-démocratie, reçut un représentant de la presse hollandaise, un homme très élégamment vêtu qui le dépassait de 2 têtes. Le plus petit dit au plus grand que la cause de la liberté connaissait en Allemagne des journées triomphales, que le peuple allemand avait remporté la victoire et secoué le joug des Zollernes. Ainsi l'Allemagne avait-elle accompli sa révolution. Tout d'abord, il faut comprendre qu'après la défaite française de 1870, l'Alsace-Lorraine se retrouve sous la domination de la Prusse, composante majeure de l'Empire allemand. Dès lors, naquit un courant pour réclamer un gouvernement alsacien autonome dans le cadre de l'Empire, afin d'éviter la mainmise de Berlin. Il est alors créé un territoire appelé Terre d'Empire, le Reichsland, regroupant l'Alsace et une partie de la Lorraine. Alors, j'ai la chance d'avoir reçu maintenant un atlas de l'ancien empire de Guillaume II. Alors, je vous montre maintenant la carte de l'Alsace de l'époque. Vous avez à droite la forêt noire et vous avez à côté les Vosges. Et entre les deux, la plaine du Rhin. Évidemment, il y a beaucoup de communication entre les deux rives du Rhin. C'était plus facile de traverser le pont de Kiel à l'époque que de traverser les Vosges. Il y avait une sorte de self-government, donc d'autonomie, de gestion sur le plan local. Et ça, c'est quelque chose que les Alsaciens ont beaucoup apprécié. Un gouverneur, le Statthalter Schwander, secondé par le député Charles Haus, est nommé par l'empereur, et en son nom, il gouverne et administre le Reichsland depuis le Parlement de Strasbourg. Le Reichsland est une période d'un formidable essor économique, contribuant à une industrialisation de l'Alsace et aussi à des avancées sociales et culturelles sans précédent ni équivalent pour l'époque. Strasbourg était un cas tout à fait particulier en ce sens que c'était une des capitales régionales de l'Empire. Donc capitale du Reichsland, Elsass-Lothringen. La carte postale va couvrir quelques aspects de l'Alsace durant ce qu'on appelait l'époque du Reichsland. Donc vous avez ici notamment une vue du Parlement de l'Alsace-Lorraine en 1900 en séance. Ce Parlement va devenir d'ailleurs en 1911 un Parlement régional qui va avoir même quelques compétences législatives. Après 4 années de combat, l'entrée en guerre des Américains et le début de la débâcle, un nouveau chancelier, le prince Max de Bade, essaya de libéraliser la situation en formant un gouvernement de coalition pour tenter de conserver l'Alsace dans le Reich. Et dès le 5 octobre, le chancelier Max de Bade annonce au Reichstag qu'on accordera l'autonomie totale à l'Alsace-Lorraine, c'est-à-dire le statut d'un État fédéré, comme les autres États allemands. Et le système n'a pas marché, bien entendu. Les événements allaient tellement vite que les gens qui étaient entre les deux eaux, dirais-je, ont très vite dû partir. Ricklin et la Behegi, les deux députés déclarent au Reichstag que la question de l'autonomie de l'Alsace-Lorraine est dépassée et qu'il est trop tard. À ce moment-là, on commence à envisager l'idée d'un plébiscite en Alsace-Lorraine avec comme une propagande sur la neutralité. On espère du côté allemand que l'idée de la neutralité pourra attirer les suffrages des Alsaciens lorrains. Mais la neutralité est également très rapidement dépassée par les événements, et en particulier par le fait que l'armistice prévoit évidemment que les troupes allemandes doivent se retirer d'Alsace, Lorraine, et être remplacées progressivement par les troupes françaises. Donc cela tue dans l'œuf tout projet de neutralisation. L'Allemagne n'arrive plus à imposer son ordre. Le développement de l'agitation sociale et l'opposition à la guerre montrent que la population n'est plus prête à supporter ceux qui la gouvernent. Des manifestations francophiles commencent dès le 7 novembre à Colmar et le 8 à Strasbourg.
On est ici au cœur de la ville, sur la place Kléber, évidemment.